dans cette organisation. Ça fait plus d'1 an que je travaille avec Pierre Aski, que j'avais rencontré il y a 1 an sur ce thème du retour de la guerre en Europe, qui est un vrai sujet. Dauphine Alumni, Sybille est là-bas, et merci encore Sybille pour cette épaule que tu as, et puis tout ce que tu as fait pour soutenir cet événement, hein. Donc merci à toi et à Dauphine Alumni, puisque Dauphine, vous le savez, c'est une université où moi j'aime bien revenir et où on peut faire des débats de qualité. Ce soir, on a donc 4 intervenants dont j'ai fait la promotion. On a donc Pierre Aski, président de Reporters sans frontières, ancien correspondant à l'AFP. Il a été rédacteur en chef adjoint à Libération, fondateur de Rue 89 et éditorialiste géopolitique sur France Inter, avec notamment un podcast 1,2 million de 1,7 million maintenant de participants. Je vous recommande le podcast de Pierre Aski. C'est 3 minutes tous les matins, c'est toujours très très intéressant. Voilà. Christophe Gomard, donc général de corps d'armée. Il a commandé le renseignement militaire pendant un peu plus de 4 ans, et il a surtout avant dirigé des opérations spéciales. Et puis dans son parcours, il a été chef de corps du 13e régiment de dragons parachutistes, un des plus prestigieux régiments en France. Et puis il a été également officier d'état-major à l'inspection générale des armées. Vincent Marais, Vincent est associé responsable du pôle cybersécurité et protection des données personnelles de KPMG. Au sein de KPMG, il réalise des missions de mise en conformité de General Data Protection Regulation, de revue d'architecture, de sécurité, de campagne, de thèse d'intrusion, de définition et de mise à jour de politique de sécurité. Et on verra que ces sujets sont éminemment intéressants dans les enjeux de géopolitique, avec ce que vont nous expliquer ces experts. Et enfin, Yves Duplex, qui est executive partner chez Atos. Il est en charge des activités de conseil, secteur public en France, plus particulièrement actif sur des clients tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et il a préalablement dirigé les activités d'Atos. Ces experts vont nous permettre de faire une vue globale sur les problématiques de géostratégie, et puis bien évidemment reparler du sujet phare en ce moment, de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Donc je vais laisser la parole à Pierre Aski, qui va diriger les débats ce soir. Merci Nicolas, bonsoir à toutes et tous. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une longue introduction, il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe en ce moment. Nous avions le président Zelensky qui était hier soir à Paris, aujourd'hui à Bruxelles. L'actualité de cette guerre nous occupe depuis bientôt 1 an, puisque elle a démarré le 24 février, donc dans à peine quelques jours. Et comme on le disait en préparant il y a quelques minutes, aucun d'entre nous ne s'imaginait qu'1 an après, nous serions encore à nous poser des questions sur cette guerre et à la vivre de loin, mais malgré tout, elle nous concerne, on le voit par plein d'aspects. Cette guerre, elle a quelque chose de spécifique. Alors on parle du retour de la guerre, mais et c'est évidemment un point de vue très européen de parler du retour de la guerre, parce qu'il y a des régions du monde où la guerre n'a jamais disparu. Et là où on peut parler du retour de la guerre, c'est que c'est une guerre qui a été déclenchée par un membre permanent du Conseil de sécurité, une grande puissance nucléaire, qui est censée être gardienne de l'ordre international. C'est le rôle des membres permanents du Conseil de sécurité, et qui au contraire là a bafoué toutes les règles de droit en attaquant l'un de ses voisins souverains, en violation également d'ailleurs de garanties de sécurité qui avaient pu être données en 1994. Donc on a un conflit qui a une spécificité juridique, une spécificité géopolitique sur le continent européen, et au-delà, dans un monde qui est lui-même en pleine effervescence. On voit bien que ce monde, depuis plusieurs années, est de plus en plus structuré par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Il y a quelques jours, nous avions cet épisode du ballon espion chinois au-dessus des États-Unis, qui a été abattu par un jet, et avec toutes les conséquences que ça a, puisque le secrétaire d'État américain n'est pas allé. Il devait aller le week-end dernier à Pékin pour la première fois depuis 2018,
cette visite a été annulée. Donc on a un monde dans lequel il y a aujourd'hui un affrontement assez structurant entre deux puissances, la Russie et la Chine, qui ne sont pas alliées au sens classique du terme. Une alliance, c'est des engagements beaucoup plus contraignants que ce qui existe entre ces deux pays, mais qui sont quand même partenaires et qui ont un accord politique sur un objectif qui est de casser l'ordre international qu'ils jugent trop favorable aux Occidentaux. Et de l'autre côté, on a un Occident qui s'est reconstitué d'une certaine manière. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, le président Macron parlait de l'OTAN en disant qu'il était en état de mort cérébrale. Évidemment, personne ne pourrait dire ça aujourd'hui, alors que les pays de l'OTAN sont le soutien numéro 1 de l'Ukraine et que sans eux, vraisemblablement, l'Ukraine serait aujourd'hui occupée par la Russie et le président Zelensky serait sans doute prisonnier ou mort, et que c'est cet appui occidental, européen et américain en particulier, qui a changé la donne et qui continue à le faire au jour le jour. Donc voilà un peu la toile de fond de notre débat et qui pose plusieurs questions à la fois sur l'ordre géopolitique international, sur qu'est-ce que c'est que la guerre aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années, sur aussi les modes de conflictualité. On va pas mal parler du cyber puisque nous avons des experts parmi nous. Et on pensait à quelques années que le cyber était la forme de la guerre de l'avenir. Or, on est aujourd'hui avec des tranchées, des chars et un petit côté 14-18 du côté de Bakhmout en ce moment. Donc voilà, toutes les questions qui se posent. Peut-être un premier tour de table sur ce moment que nous vivons. Comment le caractériser, d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce que cette guerre signifie selon vous par rapport à l'ordre international et au monde dans lequel nous avons vécu depuis des décennies. Général, peut-être si vous pouvez commencer. Vous êtes le mieux placé quand même pour nous parler de la guerre. Ouais. Aujourd'hui, on est à une 4e phase, de mon point de vue, de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. La première a été l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors certes, avec l'échec devant Kiev, mais néanmoins une véritable, on va dire un premier échec russe. Puis ensuite un succès russe dans la mesure où ils ont quand même conquis 18 à 20% du territoire ukrainien. Une 3e phase qui est plutôt à mettre du côté des Ukrainiens, dans laquelle effectivement il y a une offensive ukrainienne qui a repoussé en partie les Russes, avec le retrait russe de Kherson qui s'est fait plutôt en bon ordre. Et aujourd'hui, on est dans une 4e phase où on voit un front stabilisé qui est le long du Dniepr pour le sud, et c'est moins cohérent dans le nord. Je dis stabilisé parce que certes les Russes avancent un peu, on voit bien que des deux côtés ils cherchent à se renforcer. Alors côté russe, en mobilisant, en préparant des hommes à intervenir, et je pense qu'un certain nombre d'entre eux qui ont été mobilisés en septembre, et en fait sont aujourd'hui dans le cadre de l'offensive que l'on voit aujourd'hui du côté de Bakhmout en particulier, et un peu au nord et au sud de cette ville. Et côté ukrainien, en fait c'est en mobilisant les Occidentaux, et le voyage de Volodymyr Zelensky en Europe tel qu'on le voit ces jours-ci est là pour ça, non seulement pour mobiliser les chefs d'État, je pense qu'ils le sont, mais également pour mobiliser les opinions publiques. Parce qu'on est 1 an après, et les gens commencent à se dire, attends, 1 an après, finalement ça n'a pas avancé, on est toujours sur la position à peu près identique, on voit bien que les prix augmentent, le gaz, etc. Donc en fait des opinions publiques qui peuvent être versées en disant, on va arrêter cette guerre, il faut que ça cesse. Aujourd'hui on en est là. De mon point de vue, le côté russe, la Russie a une vraie profondeur, d'abord dans l'espace, puisque c'est le pays le plus vaste au monde, une capacité en population largement supérieure à la population ukrainienne, 144 millions côté russe, 44 côté ukrainien, une véritable industrie d'armement que n'ont pas les Ukrainiens, qui en fait vivent sous perfusion des pays occidentaux en termes d'armement. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ont besoin de l'armement occidental? Parce qu'ils n'ont plus assez de munitions pour approvisionner les armes qui sont de type russe ou soviétique, qui sont pas les mêmes calibres,
puisque eux utilisaient beaucoup de 122 mm ou du 152 mm, alors que les Occidentaux, les pays de l'OTAN, utilisent du 120 ou du 155 ou du 105. Et donc, c'est pas du tout les mêmes calibres, donc on peut pas réutiliser les obus d'un canon à l'autre, au risque de faire sauter le canon lui-même. Donc en fait, aujourd'hui, on en est là, et si Volodymyr Zelensky demande en permanence des chars, ce qui me surprend un peu, c'est qu'en fait, tout le monde lui dit oui, on va vous donner des chars. Je ne crois pas qu'il ait des chars très très rapidement. Alors, il va y avoir des Léopard, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des chars Léopard 1, qui sont des vieux chars, qui correspondent au T-62 russe. T-62, en fait, c'est l'année de création. Donc T-62, ils sont arrivés dans les fin 60, début 70. On les voyait encore dans les années 80. Et les chars Léopard 1 aussi. Donc c'est à peu près donc on va lui donner une centaine, je crois. C'est pas avec 100 chars que vous allez percer un front qui fait 1000 km, qui est beaucoup plus vaste que le front de la Première Guerre mondiale, qui était beaucoup plus court, 700 km, je crois, la Première Guerre mondiale. On est à 1000 km de front. Donc pour percer, en fait, il faut concentrer l'effort. Et c'est plus compliqué à faire. Et c'est pas les 14 Challenger britanniques qui vont changer la donne. Les chars Abrams promis par Joe Biden ne sont pas encore construits. Des AMX-10 RC donnés par les Français qui ont un peu donné le là initial qui a permis aux autres de donner sont des engins de reconnaissance. Voilà. Ils ont donné un char Léopard 2, je crois, le Canada. Bon, c'est pas ce qui va changer la donne. 4. Bon, c'est pas ce qui va changer la donne non plus. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, en espèce d'équilibre. Et on sent que des deux côtés, ils cherchent à relancer une offensive. Alors, au printemps ou au début de l'été pour les Ukrainiens, d'ici là, ils cherchent à résister. Et les Russes, quant à eux, ont relancé une offensive, bénéficiant des troupes en plus grand nombre, sans aucun doute. Et je pense que la vraie difficulté quand on attaque, c'est qu'il faut un deuxième échelon. Parce que le premier échelon, on va avoir pas mal de pertes. Et celui qui va aller au-delà, c'est ce qu'on appelle le deuxième échelon. Or, l'un et l'autre, ils n'ont pas vraiment de deuxième échelon. Ce qui fait que, on perce, on avance, et c'est une véritable guerre d'attrition. On parlait de Verdun tout à l'heure, Pieraski. C'est exactement ça, on voit les gens qui s'enterrent, et c'est des obus qui tombent. Deux petits chiffres, et je terminerai là-dessus. C'est que, en termes de consommation de munitions, c'est gigantesque. En France, on fabrique à peu près, ou on commande par an, 20 000 obus par an. Les Russes consomment un peu moins de 20 000 obus par jour. Donc, c'est pour vous dire que on peut donner, mais en fait, on peut donner que ce qu'on a, et on n'a pas tant que ça en réalité. C'est toute la difficulté, et c'est tout, en fait, quand vous écoutez les discours des différents présidents ou premiers ministres des pays occidentaux, relisez bien les discours, ils sont assez prudents. C'est des circonvolutions, voilà. Je vous laisse lire, c'est toujours intéressant, parce qu'on voit qu'ils s'engagent, ils soutiennent, évidemment, ils ne peuvent pas ne pas soutenir en réalité l'Ukraine, mais jusqu'où soutiendront-ils l'Ukraine? C'est pour moi la vraie question. Peut-être une question pour prolonger ce que vous venez de dire. On a un peu l'impression que les Russes ont rencontré des obstacles incroyables dans leur logistique, dans leur impréparation, dans leur des choses qui nous ont surpris visiblement, y compris ceux qui observaient de près les développements de l'armée russe, et que là, ils ont l'air d'être un peu mieux organisés, d'avoir placé leurs dépôts de munitions un peu plus loin, et d'avoir aujourd'hui le fruit de cette mobilisation partielle qu'a décrété Poutine en septembre, et qu'ils en sont un peu plus redoutables qu'ils l'ont été depuis le début de cette guerre. Est-ce que c'est votre avis? Oui, de part et d'autre. De part et d'autre, les Ukrainiens ont montré une véritable résilience incroyable d'ailleurs au départ, utilisant tout ce qu'ils avaient sous la main, utilisant des mini-drones que vous achetez dans le commerce, fixant dessous une grenade et allant lâcher la grenade au-dessus d'un poste de commandement. Et donc, en fait, ça se voit hein, dès qu'il y a des antennes, on sait qu'il y a des chefs par là et on doit commander. Et donc, c'est très précis. Et voir des obus, c'est-à-dire que ce drone transporte un obus qui lâche, ça tombe sur un PC, effectivement ça fait du ménage. Hein. Côté russe, en effet, on était très surpris initialement, par le manque de renseignements, ou en tous les cas un mauvais renseignement, soit un péché d'orgueil initial, persuadé que l'Ukraine allait tomber très rapidement, à tel point c'est que dans les cantines des soldats russes,
ils avaient leurs uniformes de parade, preuve que j'imagine qu'ils pensaient défiler à Kiev, défiler de la victoire. Bon, ça n'a pas été un véritable défilé de la victoire, mais ils se sont totalement repris. Et le fait d'avoir nommé le général Gerasimov, qui est le chef d'état-major des armées russes, en réalité, c'est pour mettre tous les moyens russes, c'est-à-dire que la Russie est vraiment en guerre. On n'est plus dans l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, on est en guerre, et donc tous les moyens de la Russie sont mis en œuvre dans le cadre de cette guerre. Ce qui me fait dire que si certains voyaient la Russie perdre, je pense que la Russie ne perdra pas. Au sens où je ne vois pas comment on les fera quitter les territoires qu'ils tiennent aujourd'hui. Alors c'est un avis tout à fait personnel. C'est pas que les quelques avions de chasse qui vont être délivrés, mais former des pilotes sur les avions occidentaux, ça va prendre au moins 6 mois. Je ne suis pas pilote, mais je mesure bien ce que mes petits camarades de l'armée de l'air, le temps qu'ils soient formés sur les avions, même si on est pilote, il faut un certain temps d'adaptation. Donc oui, les uns et les autres, en fait, se sont renforcés. Les Russes se sont réorganisés. Et quant aux Ukrainiens, ils sont très nettement formés par les pays de l'OTAN. J'imagine qu'il y a quelques conseillers qui sont pas très loin. Merci, on reviendra sur ce que vous avez dit à la fin, parce que ça nous interpelle sur la suite des événements. Vincent Marais, peut-être que peut passer à vous et sur la même question, c'est-à-dire comment vous voyez cette situation et comment vous analysez le moment dans lequel nous sommes, à la fois militaire et géopolitique. Alors, j'ai fait mon service, je suis un des derniers à avoir fait mon service dans les transmissions. Mais je C'est suis pas de vous un stratège, c'est ça? Non, certes pas. Mais par contre, en effet, j'ai été surpris, comme beaucoup, du fait que cette guerre, elle est très alors, elle est à la fois high-tech, parce qu'on pourrait y revenir, en effet, il y a des drones, il y a du GPS, il y a des caméras vidéo, des caméras de surveillance à distance, enfin, il y a des trucs très, très, très intéressants. Mais en fait, oui, au final, c'est des chars, c'est des avions, des obus, des tanks, enfin, des missiles, etc. Et alors que on avait depuis plusieurs années un peu en tête que la cyber était en effet le vecteur de la prochaine guerre. Alors les Russes nous avaient un petit peu habitués à ça, parce que l'Ukraine, il ne faut pas l'oublier, ça a été un peu le terrain d'essai de la cyberguerre. Il y a eu en 2015 et 2016 des attaques purement cyber sur des systèmes de distribution et de transport d'électricité aux alentours de Noël 2015 et de Noël 2016, qui ont provoqué des coupures d'électricité alors de quelques heures, pas quelque chose de gravissime, mais quelques centaines de milliers de foyers pendant quelques heures quand même, ça se voit. Et c'était typiquement des opérations où l'enquête a montré que depuis des mois, il y avait des acteurs qui avaient pris le contrôle, qui s'étaient introduits dans les réseaux des entreprises de distribution et de transport d'électricité ukrainiennes, et qui avaient pris le contrôle des systèmes industriels qui permettent donc de diriger, de commander, de contrôler ces réseaux de transport et de distribution. Et le moment venu, ils ont simplement ouvert les disjoncteurs, ce qui a coupé l'électricité. Bon, alors c'était pas destructif, donc il a suffi que des gens se déplacent sur les postes pour remettre l'électricité, aussi simple que ça. Mais quand même, c'était le premier exemple, avec l'affaire Stuxnet, mais qui était un peu différente, d'une attaque cyber qui a des conséquences dans le monde physique, et des conséquences qui ne sont pas anodines. Et puis, il y a eu évidemment en 2017 l'affaire NotPetya, avec, je le rappelle, un logiciel malveillant qui est... Alors, les Ukrainiens avaient des systèmes il y avait des logiciels obligatoires pour faire la comptabilité ou le dédouanement, je ne sais plus, et donc toutes les entreprises avaient ces logiciels. Et l'un de ces logiciels, eh bien, les services russes, manifestement, ont pris le contrôle de l'éditeur et ont mis un logiciel malveillant dans la mise à jour du logiciel, qui est ensuite allé se mettre à jour sur un bon nombre d'entreprises ukrainiennes, dont des filiales de groupes occidentaux, et notamment français. Et ce logiciel malveillant, il s'est ensuite répandu en quelques minutes, ou dizaines de minutes, et il a détruit des systèmes d'information, rendant les activités de grands groupes, stoppant dans les faits les activités de grands groupes pendant
2 semaines, 3 semaines, le temps de remettre les choses en état. Y compris hors d'Ukraine, c'est ça? Y compris hors d'Ukraine, parce que les grands groupes aujourd'hui, ils ont des réseaux internes qui couvrent le monde. Donc il suffit qu'on injecte, passez-moi l'expression, une cochonnerie à un endroit, même très reculé, et en quelques minutes, tous les sites dans le monde entier sont infectés. Ceci étant dit, on a vu en effet, alors il y a eu aux premières heures, aux premiers jours, il y a eu une attaque sur un système de satellite, de communication par satellite. Bon, manifestement, les Russes n'y sont pas étrangers, les services ukrainiens, l'armée, la police utilisaient ce système, mais ça a touché bien d'autres utilisateurs. Y compris en France, d'ailleurs. Y compris en France, oui, tout à fait. J'ai des amis je sais plus, il y a une région, je crois, il y a un opérateur régional qui était sur ce satellite et on a informé les gens que à cause de cette attaque sur le satellite, ils n'avaient plus d'internet tout à fait. Dans une province française. C'est quand même étonnant. Mais alors, c'est en effet les effets de bord imprévus, mais pour le coup, c'est très anecdotique, vous voyez, par rapport à des centaines de chars qui déferlent. Et donc, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas eu une cyberattaque massive qui aurait mis par terre tous les systèmes ukrainiens ? Donc il y a plusieurs réponses. Il y a parce que les Ukrainiens ont appris à se défendre, avec d'ailleurs l'aide des services américains, parce que les Russes n'y sont pas encore passés, ou que leur doctrine ne prévoit pas qu'il y ait une action cyber en même temps qu'une action conventionnelle. Je pense que c'est l'histoire et les historiens qui nous apporteront la réponse. Et est-ce que il y a eu des activités hors d'Ukraine liées à la guerre? Parce qu'on pourrait imaginer, vu le soutien que nous apportons à l'Ukraine, qu'il pourrait s'en prendre à des systèmes... Dans les premiers jours, rappelez-vous, il y a eu pas mal d'entreprises occidentales qui ont annoncé qu'elles partaient de Russie. Et donc, il y a eu dans ces entreprises un peu d'inquiétude de dire mais est-ce qu'on ne va pas être ciblé par des activistes plus ou moins en lien avec les services russes? Il n'y a pas eu grand-chose, rien de plus que le bruit naturel, je dirais. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourrait dire, alors bien sûr, il y a eu des choses, il y a eu ce qu'on appelle des wipers ou des destroyers, c'est-à-dire des logiciels dont le but est d'effacer les fichiers, les systèmes, etc. Mais rien de majeur, voilà. Donc on pourrait dire la cyberguerre n'a pas eu lieu. Voilà. Pour reprendre un titre célèbre. Yves Duplex, même question, comment vous, première entrée en matière, comment vous regardez cette... Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a une prise de conscience de nos vulnérabilités par un effet de réflexion et de projection sur ce qui se passe en Ukraine, et une accélération d'une préparation qui se faisait à bas bruit. La prise de conscience de la vulnérabilité, on le voit notamment dans l'industrie que je représente. Le Covid a induit une crise des composants qui est vraiment cruciale dans le domaine numérique. Et donc, des entreprises qui avaient une gestion de stock, on va dire de pères de famille, s'en sortent beaucoup mieux. Mais il y a quand même des vraies difficultés. Le deuxième point dans l'industrie numérique, c'est le coût de l'énergie. Et donc, vous avez des coûts d'énergie qui ont explosé, donc des problèmes économiques qui peuvent se poser à des champions européens ou des champions français. Et ça, c'est très important. C'est des coûts d'électricité de 80%. Donc, ça, c'est en millions d'euros, pour prendre conscience. Alors, ça paraît très un raisonnement d'épicier, mais on a pris conscience de nos vulnérabilités. L'autre élément qui était moins connu, et je pense qu'il faut rendre hommage au pouvoir public, aux industriels, c'est que je pense qu'il y avait une préparation à bas bruit. Cette préparation à bas bruit, je vais en donner quelques illustrations. Vous savez qu'en France, il y a une agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui s'appelle l'ANSSI, qui impose des normes, des procédures d'homologation, de certification, qui sont parfois un véritable cauchemar pour les entreprises. Parfois une aubaine financière, il faut le reconnaître, pour les cabinets de conseil et les industriels que nous sommes, mais c'est très compliqué. Et tout le monde disait, ça sert à... Enfin, on entendait des critiques sur l'ANSSI. Et en fait, elle a imposé des normes. Il y a aussi également un concept important. Moi, je l'ai vu en regardant l'Ukraine, le bombardement des centrales nucléaires, des réseaux d'eau. On a créé en France le concept d'opérateur d'intérêt vital, OIV, avec un certain nombre d'obligations, un certain nombre d'avantages, un certain nombre de contraintes. Par exemple, c'est un sujet sur lequel je travaille, c'est des communications sécurisées.
On a eu une bonne, entre guillemets, introduction à travers les crises terroristes, puisque quand il y a un attentat terroriste, vous savez qu'on ne peut plus communiquer, parce que tout le monde appelle. Donc dès 2016, avec l'armée de terre, nous avions en place un système qui s'appelle Auxilium, qui permet par exemple en situation de crise aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux policiers de sécuriser. Donc il y avait cette préparation à bas bruit, mais dont on n'avait pas conscience. Il y a aussi, je dirais, une sorte d'alliance des industriels qui montrait l'hybridation de la menace, à savoir que vous avez un syndicat professionnel qui s'appelle le J4, qui était très centré sur l'armée de terre, et qui a étendu, je dirais, ses missions aux industriels de la sécurité, afin d'avoir une vision plus globale et plus hybride des enjeux de défense. Donc ça, ce sont des éléments importants. Et certes, on parle de Verdun, mais c'est un Verdun avec des soldats connectés. C'est une vraie différence. Alors moi, j'étais dans les fusiliers marins commando, c'est-à-dire les mecs pas très malins, donc je suis encore moins un stratège. Mais j'ai lavé les canoës-kayak du général, enfin du régiment de son général dans mon cours d'officier. Donc je prétends pas faire la stratégie. Mais on va dire il y a un différentiel qualitatif versus quantitatif du soldat ukrainien qui se mesure par des compétences qu'on appelle un peu les soft skills en bon français, c'est-à-dire la motivation, la qualité du commandement, mais il y a aussi l'accès à l'information. Et les industriels français de la défense travaillent depuis très longtemps sur les enjeux de guerre électronique. Il y a un système, notamment, moi j'ai vu des démonstrations, qui permet une liaison, par exemple, entre le fantassin et les aéronefs. Vous avez aussi, dans la guerre de rue, la guerre des villes, qui est une guerre très complexe à mener sur le plan tactique, pareil, des systèmes d'outils. Et donc il y avait une vraie préparation qui est avérée. Je ne sais pas si ma firme, parce que nous sommes très cloisonnés, n'a pas éventuellement quelques touristes aux alentours. C'est arrivé, dans des pays d'Asie centrale qui commencent par un A. Donc il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie préparation, je dirais, de la France sur ces enjeux. Simplement, c'était pas dans le débat public. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, à travers ce qui peut arriver, je vous dis, cette crise de l'énergie, à travers aussi les éléments terroristes qui sont connexes, mais et à travers la guerre en Ukraine, que nous sommes vulnérables. Et que nous avons commencé à nous préparer, et qu'il faut éventuellement accentuer et renforcer cette préparation. Voilà. Général, je vais revenir vers vous, parce que pour prolonger un peu cette question de la préparation, quelles leçons, à votre avis, un pays comme la France, mais je pense que ça s'applique à beaucoup de pays européens, mais peut tirer de cette expérience? Parce qu'on voit bien dans les remises en question, y compris budgétaires, qui ont été annoncées récemment, qu'on avait une armée qui était beaucoup plus tournée vers la projection de troupes dans des guerres anti-insurrectionnelles ou terroristes, et que tout d'un coup, on découvre qu'on n'est pas prêt au retour de la guerre de haute intensité, même si on en parle depuis 2-3 ans. Alors, quel va être, à votre avis, l'impact de ce qui se passe sur la réflexion stratégique française? Je crois que la première leçon, c'est qu'on n'a pas suffisamment de stock. Et qu'on a une armée très échantillonnaire. Aujourd'hui, on a 220 chars Leclerc. En 1991, on avait 1400 chars. Les avions de combat, c'est à peu près pareil. Les navires de haute mer ou les grands navires de surface, c'est à peu près pareil. Je crois qu'on doit avoir 22 bâtiments de première ligne, c'est-à-dire en fait entre frégates, porte-avions, porte-hélicoptères, ce qui n'est pas énorme compte tenu des possessions maritimes françaises. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on se rend compte que cette guerre est totalement transparente, au sens où, on en a parlé, les soldats sont connectés, il y a un nombre de vidéos qui circulent, grâce auxquelles d'ailleurs tout ce que je vais appeler les OSINTers, c'est-à-dire les gens qui font de l'open source en termes de renseignement, sont capables de définir exactement quel char a été détruit, sont capables de définir des bilans, on est capable de savoir où sont les postes de commandement. On se souvient au départ de cette guerre, un certain nombre de généraux russes qui ont été tués, mais parce qu'effectivement on avait localisé ces postes de commandement grâce à des drones, grâce à du renseignement. Donc il y a une véritable transparence. Alors les armées de part et d'autre se sont adaptées effectivement avec ces drones qui survolent, à ces renseignements qui circulent absolument partout. C'est-à-dire que tout le monde ici a vu des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, de cette guerre, de guerre, enfin d'éléments très précis dans la guerre. Alors après, est-ce qu'on est manipulé ou pas? Qui envoie la vidéo? Ça, c'est
c'est une autre forme effectivement de guerre, c'est l'intoxication de l'adversaire ou l'intoxication de ceux qui soutiennent l'adversaire. Je pense qu'on a déjà deux éléments cruciaux, semble-t-il, c'est du stock. J'ai parlé tout à l'heure des 20 000 obus, ce qui est insuffisant effectivement, et cette transparence, et surtout on s'aperçoit effectivement aujourd'hui pourquoi les Ukrainiens au départ ont eu une vraie capacité à résister, c'est qu'on a créé grâce à Starlink, et c'est-à-dire oui, il y a l'arrivée du privé dans la guerre, qu'un Elon Musk dise je mets mes satellites à disposition, et donc il crée ce qu'on appelle des bulles LTE que les Russes sont incapables en fait de pénétrer en termes de guerre électronique. Avec de la radio numérique. Or aujourd'hui, en France, on n'a pas encore de radio numérique. On est encore toujours sur de la 4G ou la 5G. On n'est pas passé encore au stade ultime de la radio numérique, contrairement aux Ukrainiens. Alors évidemment, nos industriels, je sais, récupèrent un certain nombre de matériel qu'on trouve sur le champ de bataille et que les Ukrainiens veulent bien nous donner pour que ça soit analysé par nos propres analystes. C'est un des métiers de la direction du renseignement militaire avec la direction générale pour l'armement, c'est de savoir quelles sont les capacités adverses et donc qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui apparaît. Donc effectivement, je crois que ces trois éléments extrêmement importants. Le quatrième, je dirais, c'est la puissance de l'artillerie. On avait oublié que les Russes ne font pas du tout comme les armées occidentales qui vont d'abord chercher à bombarder l'adversaire pendant des jours et des jours. La guerre au Kosovo, suite au Kosovo, pardon, les armées de l'OTAN ont bombardé pendant 71 jours la capitale serbe, Belgrade. 71 jours. Là, les Russes ont bombardé pendant une nuit avant de pénétrer en Ukraine. Pourquoi ? Parce que les Russes, en fait, utilisent leur artillerie de façon massive pour créer des couloirs de pénétration au-dessus desquels les avions vont aller. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, les pays occidentaux, on va d'abord taper avec les avions et ensuite on progressera sur les itinéraires qui ont été nettoyés des défenses solaires, de toutes les défenses, grâce au bombardement de l'aviation. Juste une anecdote, mais il y a quelques jours, le président Hollande était à la radio, à France Inter, et je lui ai posé la question, parce que c'était le jour où il y avait on parlait de cette histoire des stocks de munitions, et je lui ai dit, mais comment est-ce possible qu'on ait si peu de stocks, etc. Et il a éclaté de rire en me disant, où est-ce que vous croyez qu'on fait des économies ? Voilà, parce qu'on ne s'attendait pas à devoir faire la guerre à cette échelle. Oui, parce qu'en fait, on se retranche beaucoup, en tous les cas la France, derrière la dissuasion nucléaire. Oui. Et on considère que la dissuasion fera tout. Or, on voit bien que face à un pays qui détient l'arme nucléaire, eh bien, on fait une guerre conventionnelle. Oui, tout à fait. Oui. Vincent Maret, pour rester sur ce sujet, est-ce que vous sentez, vous, depuis un an, que vos clients, notamment dans le secteur privé, réfléchissent à ces questions, montent d'un cran en termes de réflexion et de préparation, ou en tout cas de volonté d'être plus résilient. Tout à fait, c'est indéniable. Donc en effet, depuis milieu des années 2010, il y a donc la loi de programmation militaire qui a établi la réglementation des OIV et donc qui a mis une douce pression sur un certain nombre d'acteurs. OIV, c'est les opérateurs d'importance vitale. Voilà. Et en plus, au niveau européen, il y a sont donc autant, du secteur public ou privé. Oui, mais c'est classifié, donc on n'a pas le droit de dire qui c'est. Ah oui. On se doute. Oui. On se doute. Et notamment, il y a des notions de super opérateurs d'importance vitale et qui touchent à l'énergie et à la communication. Voilà. Mais en gros, les opérateurs d'importance vitale, c'est le texte de loi dit que c'est tous les opérateurs qui, s'ils étaient cyberattaqués, quand ça pourrait entraîner des atteintes graves à l'effort de guerre, à la survie de la nation. Donc c'est vraiment des trucs, des choses très potentiellement très dévastatrices sur laquelle la France a été assez leader pour se protéger. Et ça vient notamment de l'affaire Stuxnet. C'est 2010, 2013, c'est dans la continuité. Stuxnet, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait ça en tête, c'est ce virus israélo-américain oui, voilà. qui a été envoyé en Iran dans les usines d'enrichissement d'uranium pour freiner le programme nucléaire iranien. Et pour donc c'est de la cyber, sauf que le but c'est de la cyber physique, parce que le but c'est de
c'était de saboter les centrifugeuses qui produisaient de l'uranium enrichi. Voilà. Et donc, quand ça arrivait, ça a quand même fait un coup de tonnerre, parce que c'était la première fois où une cyberattaque détruisait physiquement des choses. Et donc, ensuite, dans les années 2015, il y a eu la directive NIS au niveau européen, qui en gros était une sorte de LPM light, qui est censée être transposée dans tous les pays européens, manifestement de façon insuffisante, puisqu'il y a une directive NIS version 2 qui est en train de sortir. Mais ça concernait à la limite que les opérateurs, que les entreprises, que les opérateurs critiques. Mais ce qui a fortement poussé les entreprises à se renforcer, c'est l'explosion des attaques de type ransomware ou rançon logiciel depuis à partir de 2017 avec les histoires WannaCry et NotPetya. Bon, NotPetya c'était pas vraiment ransomware, mais ça a eu le même effet. Et donc à partir de 2020 notamment, il y a eu véritablement une explosion avec des cas toutes les hôpitaux, mais pas mal aussi d'acteurs. Alors les hôpitaux, ça se voit et puis ça scandalise. Mais ce que je veux dire, c'est que les entreprises, alors qui ont été frappées et celles qui étaient autour, parce que dans le milieu de l'économie, on sait ce qui se passe chez son voisin. Eh bien tout ça, et Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI, avait même plaisanté en disant merci aux opérateurs de ransomware parce que ça avait pas mal mobilisé les entreprises, les directions et les budgets. Mais est-ce que c'est uniquement criminel ou est-ce que il y a une part qui peut être manipulée ou au service d'État? C'est mafieux, c'est crapuleux. Et lors du déclenchement de l'attaque en février, donc de l'année dernière, il y a eu quelques communications. Il y a quelques groupes ou quelques porte-paroles, parce que là aussi c'est underground, donc c'est pas facile de savoir si c'est vraiment le porte-parole attitré d'un groupe, mais qui ont dit vive la Russie, et puis la majorité des autres ont dit non mais nous pas de politique, nous c'est du business. Du Bitcoin. Voilà. C'est du business. Et donc il n'y a pas eu d'explosion de cyberattaque crapuleuse après l'attaque en Ukraine. Il n'y a pas eu de décrue très importante. Ça a été un peu le business as usual. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça a forcé les entreprises à renforcer très fortement leur posture, leurs moyens d'action, de surveillance, de réaction. Elles se sont aguerries. Et donc, je dirais que quand l'attaque russe s'est déclenchée, ça a été vu comme une nouvelle crise comme une autre, c'est-à-dire avec des entreprises qui ont mobilisé leurs forces pour être attentifs à voir si des fois il n'y aurait pas des attaques politiques, ce qui n'est pas arrivé. Mais je pense qu'aujourd'hui, les lois sur les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs critiques, plus l'expérience depuis plusieurs années d'attaques de ransomware ont fait que les entreprises aujourd'hui ont vraiment beaucoup progressé dans leur résilience, si on peut dire. Mais tout en restant très humble parce que on sait très bien qu'il serait très, très vaniteux et très, très présomptueux de dire que jamais rien n'arrivera suite à une cyberattaque. Merci. Yves Duplex, pour rester un peu sur ce thème, tout ça, ça a un coût quand même. Est-ce que le coût du risque géopolitique, du risque cyber, du risque de devoir quitter un pays comme ce qui s'est passé avec la Russie pour un certain nombre d'entreprises, etc., est-ce que les entreprises aujourd'hui intègrent cette donnée et sont prêtes à y faire face? Alors, je vais d'ailleurs répondre, ça permet de compléter la réponse de mon confrère. Dans la sphère publique, c'est le quotidien. Et on n'en parle pas, ça vous est souvent dit, il y a eu un attentat terroriste, on a évité 10, on a donné des attaques cyber, plutôt des investigations cyber par des puissances étrangères sur les grands acteurs publics, sur les activités régaliennes. Je connais moyen le ministère de la Défense, mais je connais bien le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, et c'est le quotidien. Donc, on les analyse, on les trace, et il y a aussi des puissances très très à l'est, voire au milieu, dont on sait qu'il y a une recherche, soit sur des fondamentaux économiques. Moi, c'était il y a très longtemps, certains d'entre vous n'étaient pas nés, je travaillais pour un organisme de contrôle des assurances.
et qui s'appelle la Commission de contrôle des assurances, qui est maintenant intégrée, qui à l'époque s'appelait ça, qui était intégrée. Et en fait, ils étaient très vigilants, il n'y avait pas tous les moyens de lutte contre le cyber. Ils avaient dit à chaque inspecteur, vous avez votre compagnie d'assurance, vous le gardez sur vos disques durs et vous ne partagez pas. Parce que si on est arrivé à récupérer toutes les données des entreprises d'assurance qui ont toutes les données, vous aviez toutes les commis françaises. Et ils savaient déjà qu'il y avait des recherches, des investigations. Pensez à l'organisme qui délivre des visas. Donc, c'est une réalité. Donc, à l'extrême, il n'y a pas un effet de surprise. Donc, simplement, comme ils ne veulent pas demander une rançon, on sait qu'il y a des intrusions discrètes. Et donc, voilà. Alors après, les experts cyber sont souvent vus comme des empêcheurs de tourner en rond. C'est plus simple, si on pouvait s'en passer. Puis c'est compliqué, puis ça rajoute des couches, et puis ils sont des experts. Donc moi j'ai coutume de dire dans les activités que les experts sont embarrassés par deux types de personnes, ceux qui ne sont pas experts et ceux qui sont experts. Donc, je vois dans la vie de manager tous les jours ce genre de choses, donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une conscience des risques, et il y a un coût économique de la gestion des risques. Et souvent, dans les analyses économiques que vous faites en entreprise ou dans les activités de conseil, vous faites les risques à ne pas faire. Et là, les risques à ne pas faire sont importants. Après, sur les stratégies, je dirais, d'implantation des entreprises, moi, je ne connais pas bien le secteur du luxe, la grande distribution, donc je suis complètement incompétent pour en parler. Mais il est certain que des implantations dans des pays économiques non stabilisés ont un coût. Et ils ont deux coûts et deux expositions au risque. La première, c'est vous perdez vos actifs parce qu'il y a une situation de crise, une situation de boycott. La deuxième, c'est le risque d'image. Et on a, certains diront de l'idéalisme, des gens très soucieux, très respectueux du droit en France et de l'opinion publique. Et rappelez-vous les entreprises qui avaient dû vendre quelques pauvres malheureuses grenades à Ben Ali, elles sont obligées de changer de nom. Donc il y a aussi un risque fort de commercer dans des pays instables aujourd'hui. Et c'est deux types de menaces, à mon avis. Voilà, si vous voulez, la réponse que je pourrais vous faire. Voilà. Après, c'est pareil. Si vous avez, mais ça, c'est de la stratégie d'entreprise, donc tous les étudiants autour de moi sont bien plus compétents que moi, puisqu'ils sont à Dauphine. Mais si vous avez une distribution, une implantation et que vous créez une dépendance par rapport à un pays, économiquement, vous savez ce qui peut vous arriver. On parle beaucoup, bien évidemment, de la Russie, mais on va parler de son grand rival. Vous avez une entreprise qui s'appelait Bull, qui existe encore, hein, qui a su renaître de ses cendres. Les grandes expansions des années 80, Contra Zénith. J'ai passé des Zénith qui devaient fournir en micro-ordinateur le Pentagone. Pas de chance, l'appel d'offres a été annulé. Donc Zénith n'a plus valu rien. Voilà. Donc ça, et si vous voulez, beaucoup d'entreprises françaises, je vais arrêter là, se définissent, ou doivent se définir comme des entreprises européennes à capacité de projection mondiale. C'est ça souvent qui fait l'ADN à la stabilité. Après, les choix d'allocation d'implantation, c'est vraiment des choix d'entreprise qui vont varier selon les secteurs. Là, il y a des secteurs sur lesquels je suis absolument incompétent, donc je préfère repasser le micro, Pierre, si vous voulez bien. Général, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez la Russie ne peut pas perdre. Puissance nucléaire, profondeur à la fois géographique, de population, industrie d'armement, elle ne peut pas perdre. Mais nous non plus, nous ne pouvons pas perdre, parce que nous, aujourd'hui, on l'a entendu hier, même dans la bouche du président Macron, il y a un engagement occidental qui est allé tellement loin aujourd'hui qu'on ne peut plus perdre. Et donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça dure. Concret. Ça veut dire que ça va durer. Malheureusement, en fait. On disait tout à l'heure en introduction qu'effectivement on pensait que la guerre serait terminée quelques semaines après, on est 1 an plus tard. Tel que c'est parti aujourd'hui, les pays occidentaux qui soutiennent, en effet, ne peuvent pas perdre. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que ça relève pas d'un certain cynisme chez les pays occidentaux de se dire finalement on aide parce qu'on ne peut pas ne pas aider, et à la fin si finalement on négocie sur de manière un peu bâtarde, j'allais dire, on pourra dire si on a tout fait, hein, mais bon voilà, on a tout fait, bon malheureusement les Russes, donc je ne sais pas très bien, mais parce qu'aujourd'hui en fait ça ne peut que durer.
Aujourd'hui, il a obtenu des chars de combat qui vont finir par arriver. Il demande des avions de combat qui vont finir par arriver. L'étape suivante, c'est quoi? Des navires de guerre. Il a demandé un sous-marin aux Allemands. Bon, en plus, je suis pas sûr que le sous-marin allemand fonctionne. Il faut qu'il demande aux Australiens. Je pense qu'ils en ont, enfin, les entrées mises à part. Qui d'ailleurs, je sais pas quand ils en auront, les Australiens, mais bon. C'était un peu un marché de dupes pour eux. Donc c'est quoi l'étape suivante? C'est les soldats de l'OTAN qui y vont. En fait, c'est le rêve de Volodymyr Zelensky. Et on sent bien quand il arrive devant le Parlement anglais avec le casque du pilote. C'est toujours plein de messages. C'est très symbolique. Mais c'est quoi derrière? Moi, c'est ma vraie question, ma vraie interrogation. Jusqu'où va-t-on? Mais je vais vous poser la question que je suis sûr tout le monde se pose dans cette salle et partout. C'est est-ce que l'escalade peut nous conduire à un affrontement direct avec la Russie? Ben, personne ne le veut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armement que l'on donne, alors on parle d'armement offensif ou défensif, ça me fait doucement marrer. Un char, il n'est pas défensif. Un canon, c'est pas défensif non plus. En tous les cas, ça permet les deux. On dit de ne pas taper sur la Russie. Or, si l'Ukraine veut gagner, de mon point de vue, c'est on porte la guerre chez l'adversaire. Alors ils l'ont bien fait ponctuellement, on l'a vu, 2 ou 3 attentats, alors je ne sais pas si c'est des forces spéciales ou autres, ou des résistants, je ne sais pas très bien, qui sont allés effectivement détruire des avions sur une piste assez loin au nord. Si on ne porte pas la guerre en Russie, je ne vois pas comment les Russes vont reculer en réalité. Les Russes ont plus d'artillerie, les Russes bombardent plus. Je crois que j'ai parlé de 20 000 côté russe, un peu moins. C'est entre 3 000 et 5 000 obus jour pour les Ukrainiens. Donc, vous voyez, donc en termes de destruction humaine, on n'en parle plus du tout. Hein. Vous l'aurez remarqué, je pense qu'ils ont plus de 100 000 morts de part et d'autre, ce qui fait plus 300 000 blessés, et donc 400 000 de part et d'autre. On est presque au million de jeunes hors de combat, avec des vraies séquelles. Ça va avoir des vraies conséquences sur le long terme, avec en Russie effectivement une population vieillissante. Côté ukrainien, je pense que c'est pas beaucoup mieux en réalité, enfin en termes de démographie. Donc c'est jusqu'où va-t-on? Parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue, il y a un certain équilibre, et cet équilibre, les Russes le contiennent. Et alors derrière, c'est vrai que l'Occident donnait pas mal de composants modernes pour, en particulier l'industrie de l'automobile ukrainienne, russe, mais sans doute aussi pour l'armement moderne russe. Est-ce qu'ils arriveront à le compenser via la Chine, via l'Inde, via l'Iran, via la Corée du Nord, via l'Arabie Saoudite? Parce qu'en fait, on a quand même notre vision très occidentale, mais le reste du monde, vous le disiez tout à l'heure, en fait, la guerre en Europe, oui, mais la guerre est partout dans le monde. Et finalement, tout le monde ne soutient pas l'Europe. Et finalement, on continue à commercer avec la Russie, qui arrive à revendre son pétrole et son gaz sans doute moins cher, qu'on finit par acheter nous beaucoup plus cher, après que ça soit passé en Inde ou ailleurs. Donc en fait, oui, de mon point de vue aujourd'hui, je ne vois pas de solution réelle à cette guerre qui ne peut que durer. Et quand, pour en avoir parlé récemment avec un député qui avait rencontré le ministre de la Défense ukrainien, il lui a dit « mais vous avez quand même beaucoup de pertes chez vous ». Il lui a répondu « mais c'est pas encore le temps n'est pas encore venu de négocier ». Et on en est là, je pense qu'aujourd'hui, chacun se rend bien compte de ça. Oui. Mais vous avez cité la Corée du Nord. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la Corée. La guerre de Corée est un exemple intéressant puisque elle a duré 3 ans. La première année, il y a eu des mouvements absolument incroyables puisque les Nord-Coréens ont pris 90% du Sud, les Américains sont arrivés, ils ont repris le Sud et ils sont allés au Nord. Et ils se sont approchés de la frontière chinoise. À ce moment-là, les Chinois sont arrivés, ont repoussé les Américains et les Sud-Coréens, et les 2 années suivantes, le front est resté stable, là où il y a aujourd'hui la séparation entre les 2 Corées. Et il a fallu 2 ans de stabilité où ils ont essayé de faire des choses, mais ils n'y sont pas arrivés, pour qu'il y ait non pas la paix, mais une armistice. Parce que la Corée, on l'oublie souvent, il n'y a pas de traité de paix. Techniquement, la guerre s'est arrêtée, mais il n'y a pas de traité de paix. Donc, elle pourrait reprendre techniquement demain. Mais est-ce que c'est possible ça avec un pays comme la Russie,
puissance nucléaire. Ça voudrait dire que, parce que les deux Corées sont encore dans un état d'ennemis. Donc, est-ce que c'est possible au cœur de l'Europe, même si c'est à l'est de l'Europe, mais d'avoir cette situation avec un pays comme la Russie? Alors, ce que je note, tout est possible en la matière, c'est difficile de prévoir l'avenir. Ce que je note, c'est que les Américains aujourd'hui arment, ou en tous les cas la Pologne, je vais parler de la Pologne, qui est en fait le pays qui est le plus en guerre, j'allais dire, contre la Russie. Il faut dire qu'ils ont quand même bien ramassé dans l'histoire. On se souvient de Katyn en particulier. Et donc, il y a actuellement un vrai échange entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne. Comme si la Pologne était un peu le pays, un peu fer de lance face à la Russie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la partie ouest de l'Ukraine est lituano-polonaise. Donc je ne sais pas où on va avec ça. Est-ce qu'il y aura une partition, effectivement, de l'Ukraine le long du Dniepr demain avec des négociations, avec une armistice, sans traité de paix, parce qu'aucun des deux ne veut faire la paix. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas non plus l'ONU très impliquée. C'est difficile, non mais l'ONU n'existe plus sur ce terrain-là, oui, puisqu'un des pays, enfin la Chine et la Russie mettraient leur veto à absolument, quoi que ce soit. Oui. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un renforcement de l'Alliance Atlantique à travers la Pologne, par ce renforcement de la Pologne en fait, qui devient le pays très puissant? La Pologne qui va dépenser 4% de son PIB dans la défense, quand le reste essaye péniblement d'arriver à 2. On va peut-être prendre des questions parce que je suis sûr que parmi les choses un peu dérangeantes qui ont été dites, il y a des questions de votre part. Est-ce qu'il y en a? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez? Attendez. Oui, tenez, je vous amène le micro, c'est plus simple. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que on parlait du retour de la guerre, et c'était en fait l'interrogation, mais vous l'avez amené à la fin sur est-ce qu'on retrouve pas finalement un retour de la guerre froide, et finalement une opposition États-Unis indirecte avec la Chine, parce que la Chine achète le gaz russe, leur permettant de faire rentrer des devises, l'Inde aussi, mais de façon plus indirecte. Donc est-ce qu'on retrouve pas un affrontement de guerre froide, finalement interposé par les États-Unis et la Chine, avec à la fin, comme vous le disiez, sans doute une partition, comme on a eu en Corée, comme on a eu au Vietnam, une partition qui va finalement geler les choses et rentrer dans cette période un peu cristallisée entre finalement la Chine et les États-Unis. On pensait que ça se passerait dans le Pacifique, et finalement, ça va se passer en Europe. Guerre froide. Alors, depuis le début, j'ai dit que les principaux perdants c'était l'Europe. La France en particulier, parce que la victoire de la France en particulier. Je vais répondre. Au tout départ, en fait, la victoire de Poutine, c'est le renforcement de l'OTAN et la relance autour de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États-Unis avec Trump, avaient plutôt tendance à dire bon, les Européens, occupez-vous de vous-mêmes, mettez 2% de budget, etc. Voilà. Bon. Et finalement, bon. Et là, il y a un véritable retour des États-Unis. Savez-vous combien il y a de soldats américains en Europe? 100 000. Alors, répartis, 100 000. C'est-à-dire que l'armée de terre française, c'est 120 000 hommes. Ce petit chiffre. Et donc, oui, les États-Unis vendent leur armement, l'industrie d'armement américaine tourne à plein. Et finalement, pourquoi la France perdante? Parce que finalement, certains sont partisans de cette thèse. C'est que, est-ce que la France n'aurait pas dû être, dès le départ, sur le devant de la scène, en train de dire, on va donner du nucléaire, parce que comme ça, tout le monde va acheter du nucléaire, on n'a qu'à donner du Rafale, comme ça, les gens vont acheter du Rafale. Et finalement, nous, on est à chaque fois, finalement, un peu sur le retrait, avec une position française, je ne juge pas, je constate, qui est, on a voulu rester entre les deux pour être, finalement, les faiseurs de paix, entre guillemets. Ce qui était une bonne chose, mais aujourd'hui, en fait, du coup, on est un peu en retrait. Et la Chine, en effet, va racheter à la casse la Russie. Alors aujourd'hui, l'économie russe, de mon point de vue, est encore assez haute. Enfin, le rouble est plutôt haut. Ils continuent à vendre, mais en fait, ils vendent des matières premières. Un peu, finalement, c'est-à-dire un peu comme les pays africains.
C'est-à-dire, en fait, on vend plus de choses développées, enfin dire construites. Je crois pas que personne achète des Lada aujourd'hui. Enfin, je sais pas où on en achète. Je sais pas certain que les gens achètent des MiG ou des Sukhoi. Voilà. Donc en fait, c'est pour moi, oui, c'est une guerre dans laquelle l'Europe, malheureusement, ne prend pas son indépendance du tout, et il y a une mainmise américaine très forte. Mais je comprends les pays de l'Est qui ont connu l'URSS et qui cherchent effectivement un parapluie. Et ce parapluie, il est pas français, il n'est pas européen, il est américain. Les Américains dépensent énormément pour la défense en Europe. Quand j'étais jeune officier, on en parlait tout à l'heure, il y avait un exercice qui s'appelait Reforger pour Return of Force to Germany. Donc en fait, les Américains avaient des centaines, voire des milliers de blindés dans des camps en Allemagne, et régulièrement, une fois par an, hop, ils renvoyaient des soldats par bateau et par avion surtout, qui venaient remettre en route les chars et les blindés, faisaient un exercice d'1 mois, et hop, repartaient, laissaient les chars et les canons, et repartaient aux États-Unis. Or, c'est ce que veulent les Polonais, c'est ce que veulent les Bulgares, c'est ce que veulent les pays baltes, c'est ce qu'ils veulent tous, et j'allais dire, on peut les comprendre. Mais finalement, la défense, la dissuasion française, à tel point, c'est que on est revenu dans le commandement intégré de l'OTAN. Un seul endroit où on est parvenu, en fait, c'est dans la partie nucléaire. Donc les exercices nucléaires sont joués sans la France. La France, elle joue ses propres exercices de dissuasion nucléaire. Mais c'est le seul. Mais donc aujourd'hui, les États-Unis considèrent la Chine non pas comme un ennemi, mais comme un adversaire économique. Je pense que s'ils attaquent, la vraie question derrière, c'est Taïwan en fait. Et je pense que pour les États-Unis d'Amérique, il fallait montrer aux Russes et donc aux Chinois qu'ils soutenaient l'Ukraine et qu'ils iraient plus loin dans le cas de Taïwan. Il y a une question peut-être qu'on n'a pas posée, c'est sur les satellites, sur la guerre de l'espace, qui pour moi est un véritable enjeu. J'ai parlé tout à l'heure de Starlink. Les Chinois auraient dit que si jamais ils attaquaient un pays, que d'autres soutenaient le pays ou la partie qu'ils attaquaient, ils n'hésiteraient pas à détruire les satellites qui sont utilisés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de guerre cyber sur des satellites, mais les Russes disposent aujourd'hui d'armes anti-satellites, c'est-à-dire de missiles anti-satellites, chose dont la France ne dispose pas. Les Américains aussi. Donc je pense que derrière il y a effectivement, parce que grâce à l'espace aujourd'hui, beaucoup de choses passent par l'espace, en tous les cas en termes d'image, en termes de communication, et ces bulles LTE dont je parlais tout à l'heure, qui permettent effectivement aux combattants sur le terrain de pouvoir communiquer très facilement, sans être brouillés et sans être brouillés grâce à la guerre électronique ou pas à cause de la guerre électronique. On a un véritable enjeu derrière, et d'autant que en Europe aujourd'hui, on n'a pas de lanceurs. On attend Ariane 6 et on investit dans les lanceurs lourds, on n'investit pas dans les lanceurs légers. Alors je crois qu'il y a des entreprises qui veulent se lancer dans le lanceur léger. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Latitude en particulier qui est du côté de Reims, mais on n'a pas du tout investi dans le lanceur léger. Aujourd'hui on bénéficie de Soyouz. Bon, évidemment on n'utilise plus Soyouz. Acheter aux Américains, toujours on va acheter encore SpaceX. Mais on n'a pas. Vous savez que je crois que l'Europe investit 7 milliards d'euros dans l'espace. C'est clairement insuffisant en fait. La question c'est alliance ou vassalisation. Alors je parle en tant que citoyen. Je lis les mémoires de Maurice Gourdeau-Montaigne. Quand on s'engage un peu, on dit un visiteur. Donc un visiteur à Dauphine. Qui se souvient d'Arcelor? Et quand on voyait la conquête d'Arcelor, pour les gens qui connaissent ce dossier, c'est pas franchement... c'est compliqué, quoi. Qui se souvient d'Alstom? Donc, on est dans une alliance, mais avec un objectif de vassalisation. Quand on est pays de l'Est, et qu'on a été pendant 40 ans dans une misère noire, et qu'on a que tu catines, et je pensais à ce que vous disiez, moi, en général, et au livre de Timothy Snyder, qui s'appelle Terre de sang. Sauf que c'est des régions que je connais bien, comme touriste, simplement. Mais il y a eu une guerre entre l'Ukraine et la Pologne jusqu'en 1949. Faut savoir, quoi. Donc, il y avait un objectif et une claire conscience, pareil, des pouvoirs publics, parce qu'il est facile de dire qu'on a la plus mauvaise classe politique, ceci, cela, qui était de dire on rentre dans une logique de vassalisation à travers les GAFAM,
avec un avis contrasté sur ces entreprises supranationales, savoir elles peuvent avoir des liens distendus avec les Américains, mais avec les GAFAM, il y avait une claire conscience. Il y a eu des réponses qui ont été un peu réglementaires à travers la RGPD, ce qui permet de freiner, entre guillemets, partiellement, ou de modérer, ou de mitiguer, comme on dit, l'influence des GAFAM, mais qui est quand même réelle, quand même, hein. Ou d'avoir des stratégies hybrides, comme on parle de stratégie hybride de protection de nos données, mais il y avait des enjeux réels de volonté de restaurer l'indépendance nationale. Je m'amusais en entendant le général parler des lanceurs. Qu'est-ce qui se passe quand les Américains veulent pas et qu'on n'a pas de lanceurs sur les années 60, quand Philips faisait les premiers satellites télécommunications? Ah bah écoutez, je suis désolé, mon carnet de commandes et de réservation de lancement, il n'y en a pas en 3-4 ans, mais si vous voulez, on peut vous vendre des satellites américains parfaits. Donc il y a aussi un grand risque qui était probablement la construction d'une Europe des industriels de la défense, une Europe de la défense qui aujourd'hui, par le tropisme à l'Est et le véritable traumatisme qui a été pour les pays de l'Est la présence soviétique, est en train de faire capoter et pose plein de questions sur notre indépendance. Les États-Unis sont probablement le dernier État socialiste du monde avec la Corée, de par leur budget de défense. Et quand je travaillais avec Thierry Breton, qui était donc président d'Atos, et j'étais à une conférence de cadres intermédiaires, et il disait, quand on fait le rang des sociétés, même dans le domaine numérique, on est obligé de détourer les sociétés qui travaillent pour l'armement américain. Parce que les 10 premières, c'est américaine. Donc il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur la souveraineté. Et sur une souveraineté européenne, qui peut avoir en plus des effets de bord sur la perception, puisqu'on a un discours européocentré, sur un effet de bord que les autres pays peuvent avoir de l'Europe. Donc les effets systémiques ne sont pas neutres. Voilà, c'est le complément que je me fais. Peut-être quelques éléments aussi, parce qu'on parle de souveraineté et en même temps on parle de résilience. Et en fait, ces deux concepts, ils sont assez liés, voire contradictoires. Dans les premiers jours de la guerre, quand les missiles russes tombaient sur bâtiments ukrainiens, Amazon a proposé au gouvernement ukrainien d'exfiltrer les données du gouvernement ukrainien, les données publiques, hein, qui étaient dans des data centers, qui étaient sous la menace d'un missile, et puis un missile contre un data center, il ne reste pas grand-chose. Et donc, voilà un exemple, et c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire que les données ont été mises, je ne sais pas trop où, c'est la magie du cloud, mais hors de portée, on va dire, des missiles, hein, avec toujours cette espèce de pas de deux entre le numérique et le physique. Et donc, c'est quand même assez frappant, et alors là aussi c'est un acteur privé, hein, même si le département d'État a dû quand même donner sa bénédiction, mais c'est quand même un peu étonnant, étonnant de se dire nous avons des préventions, des soupçons par rapport à des notions de souveraineté sur les données, et principalement sur la confidentialité des données, hein. C'est ça le principal sujet. Mais dans un pays en guerre, en fait, la priorité, c'est que les données, elles ne disparaissent pas sous les bombes. Et donc là, les GAFAM deviennent une solution, hein. Et alors on peut encore creuser le sujet. On parlait tout à l'heure de résilience par rapport à des ransomware. Aujourd'hui, dans une entreprise occidentale, les ransomware, ça détruit les données qui sont sur les systèmes internes. Mais ça détruit pas les données qui sont sur Teams, par exemple, hein, ou sur Office 365. Parce que les GAFAM, Microsoft notamment, ont des capacités de protection cyber qui sont énormes, qui sont supérieures même à celles d'État, hein. Et donc, on se retrouve avec qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir la souveraineté et la confidentialité, ou on doit choisir la résilience et la disponibilité des données? Et donc, la solution, elle n'est pas forcément simple. Et sachant que on en remet une couche, parce que pour le compte, quand vos données sont dans un cloud, il suffit d'une décision
et qui peut être des sanctions, ça peut être un embargo, il suffit d'une décision pour que tout d'un coup, boum, vous n'ayez plus accès à vos données, avec les conséquences absolument cataclysmiques que ça peut avoir pour une entreprise. Donc, c'est pas simple. C'est même vertigineux ce que vous nous dites. Mais c'est pas simple. Et donc, quand vous êtes aujourd'hui un dirigeant, vous devez considérer que eh bien, il y a des aspects où ces acteurs privés, GAFAM, appelons-les comme ça, même si c'est un peu réducteur, c'est une solution d'un point de vue de résilience, mais c'est aussi un risque. Je me permets d'apporter un complément, c'est ce qu'on appelle les hyperscalers. Donc vous avez deux réponses possibles. La réponse, c'est vous créez un champion européen. Et dès lors que ce champion européen s'implante aux États-Unis, le jour où le dirigeant est à l'aéroport et qu'on lui trouve un truc qui se fait arrêter, c'est une défense modérée. Et puis il y a cette logique un peu de défense hybride que j'évoquais, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de l'influence des pouvoirs publics qui ont mis la pression. Je parle du secteur public, mais vous avez possibilité, à travers des produits que développe Atos, mais j'ai aussi des confrères qui le font, donc c'est pas en faire l'article d'Atos, mais de crypter les données qui sont dans le cloud. Donc ça veut dire que si vous faites, alors c'est toujours la bataille du bouclier et de l'épée, mais si vous faites convenablement votre travail, vous pouvez mettre dans le cloud des données qui seront protégées et j'irai l'entreprise qui les hébergera n'y aura pas accès. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des alliances entre des champions européens et des acteurs américains qui permettent d'avoir cette sorte de compromis. Et c'est la raison pour laquelle, moi, pas parce que je travaille pour le secteur public, je suis pas fonctionnaire, mais faut pas mésestimer ou avoir un peu de dédain pour la puissance publique, pour les hauts fonctionnaires, les hommes politiques. Ils ont pensé à ça. Et si on n'avait pas ces réglementations, on l'aurait pas. Parce que c'est sûr, certain, il y a un bilan économique. Vous savez qu'il y a un truc qui a fait beaucoup de bruit, c'est quand les données de santé ont été stockées par un acteur américain qui était Microsoft. Mais en même temps, elles sont très protégées. Donc, comme partout dans la vie, c'est plutôt gris que blanc ou noir, simplement. Mais ça oblige à réfléchir sur les notions de souveraineté, sur les notions de nationalité. Moi, je travaille assez régulièrement avec les GAFAM, et il y en a certaines, je ne vais pas les donner un nom, j'ai l'impression d'être dans une secte. Et les gars vous disent, je suis venu travailler chez X pour changer le monde. Et pas pour gagner sa vie. Moi, c'est ma motivation. C'est peut-être pas la vôtre, mais par un moment, il faut pouvoir payer son loyer, quoi. Et la vraie question que je me pose, qui est une autre question, c'est-à-dire, est-ce que ces grandes entreprises ne sont pas des organisations supranationales qui, demain, peuvent être des concurrentes des États, puisqu'on a considéré à un moment la privatisation de la guerre à travers des organisations mercenariales, à travers également des chaînes logistiques. À un moment, on s'est aperçu de ça quand on avait travaillé sur des chaînes logistiques où c'était des privés. Vous pouvez vous prendre un obus, même si vous êtes un acteur privé. Et aujourd'hui, de dire que des activités comme les télécommunications qui ont été évoquées sont appréhendées et fournies par un opérateur privé, c'est une autre forme de vertige qui va au-delà du conflit que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce que vous dites est totalement réaliste. Eric Schmidt, qui était l'ancien patron de Google, qui est aujourd'hui un homme clé dans la passerelle entre la Silicon Valley et le Pentagone, a écrit dans un livre que un certain nombre de prérogatives régaliennes seraient mieux servies aujourd'hui par les grandes entreprises du secteur de la technologie, qui étaient plus souples, plus adaptées, voilà. C'est un rêve qui en tout cas les habite ou les a habités. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ils sont plus discrets. Une autre question peut-être? Oui. Alors. Oh, c'est toujours mieux. Merci beaucoup. Gérard Vespierre, alumni de cette maison et analyse géopolitique à mes heures. Il y a une question que je voulais vous poser, je dirigeais vers le général Gomard. Général, comment expliquez-vous que en novembre, décembre 2021, janvier 2022, l'ensemble des pays du monde ont dit, à travers leurs services de renseignement, il n'y aura pas de guerre. La Russie ne va pas attaquer. Comment expliquez-vous qu'un seul pays, les États-Unis en l'occurrence, ait annoncé plusieurs mois à l'avance
que la Russie allait probablement attaquer. Et question subséquente, quelles conséquences aurions-nous tirées de cette insuffisance ? En 2014, le général commandant les forces alliées en Europe, le général Bridlov, appelle le général de Villiers, chef d'état-major des armées, en lui disant « les Russes vont attaquer l'Ukraine ». Le général de Villiers se tourne vers le directeur du renseignement militaire que j'étais à l'époque. De fait, les Russes organisaient un exercice type Zapad, exactement le même que celui qui a été organisé en janvier-février de 2022, et avaient massé des troupes prêtes à l'emploi, j'allais dire. Et ma réponse a été « non, les Russes n'attaqueront pas ». Alors comment ai-je pu dire ça ? Les troupes de premier échelon étaient des troupes parachutistes. Or, si on veut attaquer, on ne met pas au premier échelon les parachutistes qui vont plutôt être parachutés derrière ou attaquer sur les côtés à l'endroit où l'ennemi est moins fort. Les unités de deuxième échelon, celles qui étaient dans leur garnison encore, ou dans leur camp, n'étaient pas du tout mobilisées. Les hôpitaux de campagne n'étaient absolument pas déployés. Il n'y en avait pas de visible, en tous les cas, de ce qu'on voyait. Ce que je savais aussi, c'est que les soldats russes, visiblement, n'avaient pas de munitions, et on savait ça grâce aux réseaux sociaux, et en particulier grâce aux mères de soldats russes qui sont organisées en association, et elles conversaient entre elles disant que leur fils s'ennuyait, n'avait pas de munitions, et donc... Bon. Et j'en ai conclu à l'époque que les Russes n'attaqueraient pas, chercheraient à déstabiliser, ce qui s'est passé, ont aidé les forces pro-russes, enfin les pro-russes ukrainiens, pardon. Alors pourquoi en 2022, 8 ans plus tard, les Américains disent qu'ils vont attaquer ? Ils le disent parce que, de fait, comme les services occidentaux et dont les services français, que ce soit la DGSE ou la DRM, donc les services de renseignement extérieur et le service de renseignement militaire, avaient les mêmes informations que les leurs. On a des satellites, on s'échange des images, on a des interceptions, on regarde ce qui se passe dans le monde cybernétique, on a des sources humaines. Mais ce qui a fait dire aux Français « ils n'attaqueront pas », et ce qui a fait dire aux Ukrainiens eux-mêmes « les Russes n'attaqueront pas », c'est que Poutine avait plus à perdre qu'à gagner à attaquer. Les Américains, eux, ont crié au loup, au loup, au loup, et les Américains ont, j'ai beaucoup travaillé avec eux, ils vous disent pas toujours la vérité. En tous les cas, ils disent la vérité qui les arrange eux. Et on se souvient tous de Colin Powell montrant sa petite fiole d'anthrax à la tribune des Nations Unies, prétextant qu'effectivement les Irakiens développaient des armes de destruction massive. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont entrés en guerre contre l'Irak. Donc la vérité, c'est celle qui les arrange. Alors, ont-ils eu une interception permettant de dire qu'ils allaient attaquer ? Ça reste possible. C'est sans doute peut-être la petite différence qu'il y a eu par rapport aux autres services occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être eu le renseignement qui leur va dire « on va attaquer tel jour », mais ils ont dit ça longtemps à l'avance, en fait plus pour mobiliser les opinions occidentales. Peut-être qu'ils ont eu au dernier moment une interception disant « ils vont attaquer tel jour », mais ce jour a reculé plusieurs fois. Alors, est-ce que Poutine n'était pas décidé à le faire, ou finalement a dit qu'il allait le faire puis il ne l'a pas fait ? Voilà. Alors après, les conséquences que ça a eu sur nos propres services. Il y a eu un directeur du renseignement militaire qui est parti, mais c'est pas la vraie raison pour laquelle il est parti. C'est une autre raison, c'est un peu plus complexe, plus de relations humaines, j'allais dire. Mais voilà ce que je peux vous dire, parce qu'il y a énormément d'échanges entre services de renseignement. Et pas que des données analysées, des données analysées, il y a aussi des données brutes qui sont données, preuve de la confiance qui existe entre les nations. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une communauté des Five Eyes, donc une communauté des 5 œils anglo-saxonne, dans laquelle on a toujours dit pourquoi la France ne fait pas partie de cette alliance. C'est une alliance qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui associe tous les anglo-saxons
c'est-à-dire américains, canadiens, britanniques, néo-zélandais, australiens. Ils se trouvent des native speakers, ce que nous ne sommes pas, même si certains parlent très très bien l'anglais. En fait, on n'appartient pas à cette communauté. On peut échanger du renseignement brut, on n'échangera jamais tout, parce qu'en fait, à la fin des fins, c'est le renseignement américain qui est prédominant. Et les bases de données, ce sont des bases de données américaines, pas de bases de données tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, je pense pas qu'il y ait eu manquement côté français. On n'a peut-être pas eu l'interception qui a dit effectivement on attaque demain matin, c'est vrai. Mais pour le reste, on savait exactement la même chose. Alors j'ai pas parfaitement répondu, mais voilà ce que j'en sais. Alors, attendez, on va peut-être le temps passe vite et on doit rendre la salle, mais une question d'un étudiant, parce que il y a que des anciens, mais les anciens, il y a le mot ancien. Il n'y a pas une question d'étudiant. Vous êtes un ancien aussi, là, je le vois. Vous trichez. Non, bah, s'il n'y a pas dans ce cas-là, monsieur. On fournit, ou il est question de fournir aussi des avions. J'ai quand même souvenir que les main battle tanks de type Abrams, Leclerc et compagnie sont quand même des chars qui sont construits sur des philosophies de type Tigre ou Panthère, donc c'est quand même du matériel très coûteux. Les avions, c'est la même chose. Est-ce que ils sont pas en train de nous avoir à la mode russe, nos amis Poutine, à savoir qu'on va fournir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans du matériel, et qu'un beau matin, le Congrès américain va dire bon, écoutez, on a mis assez au pot, et il est temps que ça s'arrête et on arrête de donner. Et finalement, Poutine va tout ramasser. Alors, que les Américains disent un jour on cesse, ça reste possible. Et à mon avis, d'ailleurs, le voyage de Volodymyr Zelensky aux États-Unis partait de ce principe que la Chambre basse avait changé de majorité, enfin la Chambre des représentants, pardon, avait changé de majorité, et donc il y allait juste avant pour obtenir le soutien. Et également, dans le soutien, il n'y a pas que le soutien des représentants, il y a le soutien également de l'opinion publique, qui est extrêmement importante. C'est vrai que ça coûte très cher. C'est vrai que les Américains, le but de guerre des Américains, c'est quoi? C'est affaiblir la Russie, pour empêcher la Russie un jour avoir l'idée d'attaquer ailleurs que l'Ukraine, qui voulait changer et être accrochée à l'Europe. Et le dissuader d'attaquer un pays balte, par exemple, ou d'attaquer un pays ayant rejoint l'OTAN. Donc de fait, ça c'est le but de guerre. Est-ce que le but de guerre des Russes, c'est de faire durer? Je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi les Russes ne reculeront pas. Avec une ligne rouge, de mon point de vue, mais qui est bien entendue, bien comprise par les Américains, c'est la Crimée. Est-ce que comment doit-on comprendre la Crimée et comment doit-on comprendre le Donbass, et jusqu'où les Russes veulent aller dans le Donbass? Parce que s'ils relancent une offensive, est-ce que c'est uniquement pour finir de russiser ce qui a été officiellement dans les urnes, enfin selon qui a rejoint la Fédération de Russie? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est aller plus loin? Donc je ne sais pas très bien, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Nous, 220 chars Leclerc, qui n'est plus construit, et le prochain char de bataille, le main battle tank comme vous dites, ça sera pas avant 2030. Si on arrive à le construire avec les Allemands, ce qui me semble mal parti. Donc vous avez sans doute raison, c'est bien pour ça que la France ne veut pas donner de chars Leclerc. Parce que si on en donne 10, c'est pas ça qui changera la donne, sincèrement. J'ai commandé des chars, j'ai commandé 17 chars quand j'étais capitaine. Avec 17 chars, c'est bien, hein, ça fait, mais ça, vous êtes sur une largeur de maximum quelques centaines de mètres. Sinon, vous ne percez pas l'adversaire. Vous vous mettez en ligne de bataille avec un char espacé tous les 100 mètres. 17, bah voilà, ça fait 1,7 km. Mais vous mettez pas vos chars, 17 chars en ligne. Vous les mettez un peu dans la profondeur pour être sûr de ne pas vous faire détruire tout du premier coup. Donc, oui, vous avez sans doute raison, mais c'est pour ça que cette guerre doit cesser un jour. Mais comment est-ce qu'elle cesse? Les gens disent la victoire de l'Ukraine. Ça veut dire quoi, la victoire de l'Ukraine?
ça veut dire c'est la défaite de la Russie. C'est quoi la défaite de la Russie? Voilà. C'est des mots. Qu'est-ce qu'on met derrière? Et ça dépend de l'interlocuteur. Ben voilà. Bravo. Cette audace. Vous avez parlé tout à l'heure un peu du front entre la rivalité entre l'Europe de la défense et un peu les États-Unis et l'OTAN. Quels seraient justement les moyens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour convaincre ces pays d'Europe centrale qui pour l'instant vont plus vouloir donc faire confiance aux États-Unis, comment on pourrait les convaincre que il faudrait du coup plus s'investir dans l'Europe de la défense et faire confiance à cette Europe de la défense? Un jour, j'ai dit, mais c'était un peu disruptif, je reconnais, que l'Europe de la défense était l'OTAN sans les États-Unis, sans la Turquie. Parce qu'en fait, elle existe dans ce sens-là. Évidemment, ça nécessiterait que les pays européens mettent plus d'argent, parce que l'OTAN existe grâce à l'argent américain, nous l'aurons pas. La France a essayé, enfin honnêtement, la France est un pays qui a été assez leader, qui a cherché, mais les autres pays européens voient la France comme le coq sur son tas de fumier, très fier de ce qu'il est, ce que je comprends, mais sans avoir une totale confiance dans les attendus français, avec l'Allemagne qui, de mon point de vue également, se voit un peu comme le leader européen, ce qui est vrai en termes d'industrie, en termes de puissance économique. On parle de couple franco-allemand, mais c'était un couple dans lequel il y avait une seule personne, parce que jamais, côté allemand, il parlait de couple franco-allemand. Donc, comment est-ce qu'on construit une défense européenne? Encore faudrait-il qu'il y ait un exécutif européen. À 27, ça me paraît plus compliqué. Demain, à 35, ça le sera encore plus. Pour moi, c'est aujourd'hui à vision humaine. Alors, vous, votre génération, vous connaissez peut-être ça. La mienne, sans doute moins. Bon, maintenant, on peut espérer, effectivement, que d'un seul coup, on se réveille face à cette agression de la Russie contre l'Ukraine, disant, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la sécurité collective? Est-ce que, justement, c'est pas le moment de réfléchir à une architecture de sécurité en Europe? À mon avis, de mon point de vue, ça serait une bonne chose. Mais pour répondre à votre question, juste une petite anecdote, parce que moi j'ai été il y a 2 mois déjeuner avec une première ministre d'une des 3 républiques baltes, comme ça brouille un peu la piste, et on était quelques journalistes et on lui parlait de autonomie stratégique, souveraineté européenne, etc. Et à un moment, elle s'est un peu agacée, elle nous a coupé, elle nous a dit, écoutez, moi je n'ai un seul objectif, c'est que les Américains restent en Europe pour nous protéger. Et si vous vous mettez à sa place avec leur histoire et leur géographie, vous vous dites que peut-être que vous penseriez la même chose. Et c'est vrai que nous, on a le confort de notre dissuasion nucléaire qui nous a habitués. On l'a jamais testé, donc on ne sait même pas si elle existe réellement. Mais voilà, on a cette structuration de nos cerveaux qui est basée là-dessus. Le reste de l'Europe n'a pas ça. Le reste de l'Europe a cette protection qui vient des Américains, la protection nucléaire des Polonais ou même des Allemands. Pourquoi Scholz ne voulait pas envoyer de chars tout seul? Il a demandé aux Américains d'envoyer des chars Abrams parce qu'il voulait pas envoyer de Léopard tout seul. Parce qu'il se disait qu'il ne pouvait pas expliquer à la population allemande qu'il n'y a pas cette capacité, je pense, de liberté intellectuelle en Allemagne qui est de se dire on y va parce que les Américains sont avec nous et que si ça tourne mal, ils seront là. C'est un peu la différence. La France est un peu le petit canard différent en Europe là-dessus. Moi, je voudrais apporter un tempérament et probablement un message d'espoir. Le tempérament, ça c'est une bonne idée, le message d'espoir. Ah, vous allez voir. Non, le tempérament, c'est que il y a quand même eu un début d'Europe des industriels de la défense. Il y a eu ADS, il y a MBDA, et avec des réussites dans le domaine des missiles, dans le domaine de l'avion de transport militaire. Alors, pour avoir œuvré dans ma jeunesse de Constant pour ces groupes, la gouvernance, c'est pas coton. Pourquoi? Parce que derrière ça, chacun défend sa nationalité. Chacun défend, pour ceux qui ont une entreprise, son compte de résultat.
Et là, vous avez des alliances entre le prestataire et la nationalité. Moi, je me souviens avoir travaillé pour MBDA, avec des biais culturels, c'était de la conduite du changement, des choses qu'on voyait en gestion. Et donc, je croyais remporter le contrat. Mais mon copain partenaire britannique s'est arrangé avec les Anglais pour que ce soit lui qui récupère le revenu. Donc, c'est des choses, voilà. Donc, il y a des biais culturels très forts. Et moi, j'étais étonné, j'ai travaillé pour Airbus ADS à un moment, il y avait une gouvernance un peu tricéphale, avec les Espagnols, les Français, les Allemands, voire quadricéphales, les Anglais, et des rivalités culturelles qui sont réelles. Après, il faut voir, moi j'ai fait toute une partie de ma carrière à l'international, dans des missions à l'étranger, on est plus proche pour l'Europe du Nord en tant que Français, je dirais du Mauritanien, que du Danois. On est vu comme ça. Moi j'ai passé ma vie à entendre parler des 35 heures en France, de ceci, de cela, je suis à la fin de ma carrière, et je me souviens avoir eu un directeur général délégué d'Atos qui avait dit, écoutez, on dit que les Français sont paresseux, donc on va garder les jours de congé, et si vous en Allemagne, puisque c'est des conventions collectives souvent, si vous en Allemagne, en Angleterre ou en Hollande, vous supprimiez 3 jours de congé pour vous aligner, c'était un monsieur très tape dur, très maîtrise des coûts, quoi, il disait on gagnerait tant. Donc il y a des biais culturels, et ça c'est le constat, et je pense que ça freine dans la conduite opérationnelle, tactique, managériale des entreprises, et donc de la construction de défense, voire, là j'oserais pas parler à un cavalier, même des conceptions de culture et des traumatismes de 1940 sur le format des chars, leur vitesse, ainsi de suite. Donc tout ça c'est biais culturel. Le message d'espoir, c'est que vous êtes une génération Erasmus. Mais je pense qu'il y a de la convergence culturelle, et aussi de la convergence par, alors on peut le regretter ou pas, la dématérialisation des rapports sociaux. Pour avoir piloté des groupes de jeunes cadres il y a une dizaine d'années, j'avais été mandaté par la direction générale d'Atos pour essayer de faire travailler les gens ensemble. Et à l'époque, on faisait déjà des économies sur les déplacements, donc ce qu'on appelle travel free, c'est-à-dire vous voyez, j'ai plus. Moi, je me disais comment j'allais présenter alors avec des jeunes gens aux 4 coins du monde. Et ils ont réussi à produire quelque chose parce qu'il y avait un terreau culturel commun et une capacité à s'affranchir du dialogue physique et de la présence physique qu'on peut constater. Donc en même temps, cette Europe de la défense, peut-être qu'Erasmus, indirectement, est l'une des pistes qui permettra de construire l'Europe de la défense. Voilà une petite réponse. Bon, c'est une petite note d'espoir, effectivement, parce que c'était pas très optimiste quand même, globalement, tout ce qu'on a dit. Hein. Mais c'est la réalité qui est comme ça. Écoutez, merci à tous les trois et merci à vous pour cette participation.